François Ruffin est notre invité, député de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour Jean-Yves Bourdin. Vous êtes le député le plus atypique de l'Assemblée nationale, François Ruffin. Ah bon? Oui, non, je sais pas. Ah bon? Ouais, je fais pas exprès en tout cas. Vous faites pas exprès? Non, il suffit que je reste comme ça, quoi. Et puis voilà. Vous êtes comme vous êtes. Ouais, je pense. Vous êtes à l'Assemblée comme vous êtes dans la vie. Bah peut-être pas quand même, hein, parce que bon, sinon ça serait un beau bordel. Ah bon? Ah bon, d'accord. Bon, ce matin, les femmes de ménage ont fait leur travail à l'Assemblée nationale. Avant que vous partiez. Bah ils le font toujours. Hein, toujours. Entre 7h, entre 6h et 10h du matin, en gros, à raison de 20 heures par semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le cas à l'Assemblée nationale, donc ça fait des temps partiels. Ça fait des payes à 600, 700, 800, 900 euros, en tout cas moins de 1000 euros. On est sous le seuil de pauvreté. Mais il faudrait savoir comment c'est ici à RMC. J'ai eu un appel de l'Obs. J'ai dit, mais intéressez-vous aux femmes de ménage de l'Obs. Je travaillais à Radio France, moi, pendant longtemps. Et c'était pareil à Radio France. Ça pourrait être pareil dans toutes les entreprises. Et c'est... il y a eu un processus d'externalisation. J'avais interrogé un cadre là-dessus qui m'expliquait comment il avait eu à sous-traiter, à pousser les femmes de ménage dehors, alors que quand elles étaient à l'intérieur, elles bénéficiaient d'un statut, elles bénéficiaient des mêmes conditions de rémunération, d'un 13e mois, elles sympathisaient avec les gens à l'intérieur de l'entreprise. Et là, il y a des métiers populaires comme ça qui se sont trouvés marginalisés, externalisés, tout est dit. Ça peut être le cas pour des métiers qui sont faits par des hommes ou des femmes, d'ailleurs, des hommes ou des femmes venus souvent de l'étranger, parce que les Français ne veulent plus faire ces métiers-là à 600 euros. Vous avez raison. Hein, c'est le cas ici, mais dans la Somme, mais dans la Somme, ça va être un petit peu différent. Par exemple, si vous regardez. Un métier qui me tient très à cœur, ce sont les auxiliaires de vie sociale. C'est-à-dire les personnes qui s'occupent des personnes âgées, qui vont passer d'une maison à l'autre, qui vont avoir leur temps de travail, leur temps de trajet qui va pas être compté, qui vont avoir 0 prime et qui vont se retrouver dans la même situation à 600, 700, 800 euros par mois. Et là, dans mon coin, ce sont des personnes d'origine française. Je veux pas opposer, moi, les personnes d'origine française aux personnes de couleur. On a là... toutes, ce sont des femmes aussi, et il faut trouver le moyen de valoriser les métiers, non pas seulement à travail égal, salaire égal, mais aussi revaloriser les femmes qui sont souvent ce qu'on appelle du travail subtil. On n'est pas dans le travail hyper visible, et puis tout ça, c'est du travail souvent de soins des personnes, et il faut trouver le moyen de construire un statut à ça. Faire qu'il y ait une rémunération minimale, faire qu'il y ait des garanties d'embauche. C'est pas parce qu'une personne âgée meurt que on doit se retrouver d'un seul coup à perdre une dizaine d'heures par semaine et puis plus avoir de revenus. Voilà, il y a quelque chose, parce que sinon les emplois de service aujourd'hui qui sont vantés partout, j'appelle ça des emplois de servitude, quand on doit survivre avec ça. Et donc il doit y avoir un vrai engagement si on veut aller vers les emplois de service, si on dit c'est comment la silver economy, vous savez, l'économie des cheveux blancs. Si on veut aller dans cette direction-là, il faut qu'on garantisse aux gens qui travaillent là-dedans qu'elles aient un revenu, qu'elles aient un statut, qu'elles aient une garantie que dans l'avenir, elles vont pouvoir se construire tranquillement pour elles et pour leurs enfants, et pas être dans l'inquiétude permanente du lendemain. Alors, nous allons parler de la SNCF, François Ruffin, mais je le disais, député atypique. Pourquoi? Parce que le discours que vous venez de tenir, vous l'avez tenu à la tribune de l'Assemblée nationale, ça a fait un buzz formidable. C'était jeudi dernier, je crois, ça a fait un buzz formidable sur les réseaux sociaux. Ce discours qui est un discours différent, qu'on entend peu dans la bouche des politiques, parce que c'est le discours concret. Je vais revenir sur la réforme de la SNCF, mais puisque nous sommes concrets, je me souviens quand vous étiez venu avec un maillot de foot à l'Assemblée, vous aviez été puni, je crois. Une amende de 1378 euros. Important. Vous l'avez payé, cette amende? On m'a pas demandé de la payer, on me l'a retenue directement sur salaire. Donc vous voyez, mais c'est de l'ordre de l'anecdote. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à attirer l'attention sur des points invisibles du débat public. Et en l'occurrence, c'était d'abord sur les clubs de foot. Et je suis heureux de ne pas avoir à sortir un plumeau à l'Assemblée nationale pour attirer l'attention sur la situation des femmes de ménage, ou bientôt un casque de pompier, une fourche de paysan, et ainsi de suite. Donc là, je suis content que le discours en lui-même, il tourne. Et c'est quand même une force aujourd'hui qu'on a de passer directement sur Facebook, sur Internet et tout ça, parce que on voit que ces thèmes-là qui apparaissent comme des thèmes ordinaires, ils peuvent susciter un intérêt. Et moi, c'est quelque chose dont je suis très heureux. C'est mon modeste rôle de ce que j'appelle député reporter. Est-ce que vous reversez votre rémunération de député? Je me suis engagé à ne regarder que le SMIC après impôt. Je ne regarde que le SMIC après impôt, c'est-à-dire que je reverse vous êtes engagé un grand et nombre vous l'appliquez d'associations.
Bien. François Ruffin, vous êtes atypique, je le répète, même atypique au sein de votre mouvement, hein, de votre parti politique, la France Insoumise. J'espère que de toute façon... Vous êtes indépendant. Oui, oui. Oui. J'espère qu'on est tous, de toute façon, moi, je voulais venir à l'Assemblée en mon âme et conscience. Comme un député, j'ai ce grand rêve de la Révolution française, où les députés arrivaient, ils n'avaient pas été formés politiquement, ils appartenaient pas au départ à un parti, et puis ils se retrouvaient là, et les partis se constituaient au fur et à mesure d'une aventure qui est extraordinaire, qui est celle de la Révolution française. Et il y a quelque chose chez moi qui aspire à ça, d'arriver et de se forger ses convictions dans l'hémicycle, dans les commissions, ainsi de suite. Maintenant, je pense que de toute façon, il y a 17 députés, il y a 17 personnalités. Alors, 17 personnalités. Avant de parler de la SNCF, nous allons être dans le concret. Est-ce que vous êtes eurosceptique ? Est-ce que vous faites partie des députés de la France Insoumise? Oui, on peut dire que je suis eurosceptique sur cette Europe, peut-être qu'elle se construit aujourd'hui depuis Jacques Delors, c'est-à-dire depuis 30 ans, l'Europe de la concurrence libre et non faussée, avec des ayatollahs de la concurrence à Bruxelles. Oui, je suis très eurosceptique là-dessus. Je pense que ça nous mène à la catastrophe. L'un de mes thèmes de bataille l'an dernier, au moment de mon élection, c'était Whirlpool. Whirlpool, c'est quoi? C'est une première délocalisation en 2002 du lave-linge, c'est une deuxième délocalisation du sèche-linge. Eh ben, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de personnes ont été recasées, ont été repris, et maintenant il y a encore un certain nombre de cas problématiques. Peut-être que je reviendrai vous voir. Bon, d'accord. Le parti médiatique, première opposition à la France Insoumise, j'ai entendu ça dans la bouche de Corbière. Oui. Bon, je sais pas trop. Moi, mon adversaire. Vous ne diabolisez pas la presse. Mon adversaire, c'est Macron et sa politique, de manière très claire. C'est pas la presse en premier. Parce que j'ai l'impression qu'à la France Insoumise, maintenant, il n'y a plus qu'un ennemi, ce sont les journalistes. Qu'il puisse y avoir un parti de la presse et de l'argent, de temps en temps, il apparaît. Mais mon adversaire aujourd'hui, c'est Macron, qui a quand même un certain nombre de connexions, lui aussi, dans les médias. Donc voilà. Mais mon adversaire, c'est la politique qui est menée par ce gouvernement, qui, pour moi, est catastrophique. C'est le président des riches, c'est Robin des Bois à l'envers, c'est je prends aux pauvres pour donner aux riches, sur plein de thèmes, sur la CSG pour les retraités, sur les APL pour les locataires, et de l'autre côté, c'est 3,5 milliards d'euros pour mais 277 000 emplois créés en 2017. Oui, mais bon, on verra ce que ça donnera dans la durée, parce que vous savez si le chômage baisse, que direz-vous? J'en serais heureux. Il baisse, il commence à baisser. Maintenant, il faut que le chômage baisse avec des emplois de qualité. On a vu le chômage baisser, par exemple, au moment de Jospin, ça remonte maintenant, mais en 97, mais ça a baissé avec des emplois qui étaient des emplois précaires. Il faut que ça baisse avec des emplois stables. Il faut que ça baisse avec une assurance pour les gens qui peuvent se construire dans la durée, et non pas qu'ils ont un boulot pour un an et puis qu'il va falloir qu'ils en changent et qu'on verra la prochaine conjoncture, et ainsi de suite, quoi. Bon, la SNCF, vous êtes opposé à cette réforme, hein? Oui ou non? Oui. Moi, je veux parler comme usager. Oui, comme usager. J'ai 41 000 kilomètres de train à peu près par an. Je pense que je suis l'un des recordman, c'est-à-dire que je fais plus que le tour de la Terre, et ça m'a amené à voyager. Un train que vous ne payez pas, hein? Maintenant, je paye plus, mais j'ai payé pendant longtemps. Vous avez payé pendant longtemps. C'est l'un des privilèges dont je jouis avec bonheur. Privilège dont vous jouissez et que n'a pas la femme de ménage si elle paie 50% de son passe Navigo. Voilà, non mais ça de toute façon, mon objectif est pas de se dire comment on fait pour que tout le monde ait moins et tout le monde soit au niveau de la femme de ménage. Mon objectif, c'est de me demander comment on fait pour relever tout le monde. Comment on le fait pour qu'on amène la femme de ménage à avoir elle aussi un statut, peut-être celui des gens de la SNCF et ainsi de suite. C'est pas de regarder vers le bas et on plonge tous ensemble vers le bas. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quand même de se tirer vers le haut. Et donc moi, je voyage beaucoup avec la SNCF. Ça m'amène à voir les ralentissements permanents sur plein de lignes. Hier, j'ai chopé la crève dans le train parce que entre Amiens et Paris, le wagon était pas chauffé. On ferait pas voyager les TGV de cette manière-là. Il y a une politique de classe au niveau de la SNCF depuis des années qui fait qu'on traite bien les voyageurs de TGV et que d'où le besoin de réforme. Ah mais oui, mais qui ait besoin d'une réforme? Moi, j'en suis le premier à le demander. Par exemple, sur le fret, comment ça se fait qu'aujourd'hui on a 85% du fret qui est sur la route et qu'on en a moins de 10% qui est par le train? Donc il y a besoin si on veut qu'on crève pas tous de la pollution dans les prochaines années, si on continue à augmenter le nombre de transports et de transports inutiles, eh ben il va falloir qu'on mène une réforme. Maintenant, la réforme, pour moi, elle doit aller à l'inverse de ça. La question qu'on doit se poser, c'est comment on doit démocratiser la SNCF. C'est-à-dire comment on doit rendre ce bien commun, on doit le rendre accessible à nouveau
à tout le monde. Alors, pour tous et partout. C'est ça la question. Tous et partout. On est bien d'accord. Il y a les grandes lignes, le TGV, ouverture à la concurrence en 2019, et puis il y a les trains express régionaux que vous connaissez bien, et les ou les intercités. Oui. C'est pareil. Trains express régionaux, intercités, même problème. Gérés par les régions. Pas les intercités. Pas les intercités, c'est vrai. Les TER. Parce que les intercités sont les grands oubliés. On a voulu mettre du TGV partout. C'était une politique de prestige et qui a coûté cher. Et je veux oublier le TGV. Oublions le TGV. Qui est quand même la cause importante de la dette de la SNCF. Oui, c'est les investissements dans le TGV. Oui, mais aujourd'hui, le TGV est rentable. Aujourd'hui, loin d'être, c'est pas du tout rentable sur toutes les lignes. Il y a des lignes qui sont rentables. Les premières lignes ont été rentables et ont financé d'autres choses. Maintenant, les dernières lignes qui ont été créées, c'est une politique, soit on peut dire d'aménagement du territoire pour rapprocher les villes, soit. Est-ce que vous dites non à l'ouverture à la concurrence des TER et des intercités? Je dis non. Pourquoi? Je dis non parce que on est là, il y a un seul rail, ça va être le bordel. C'est déjà le bordel. Le fait d'avoir séparé en 97 le rail de ce qui circule dessus, ça a été le gros bazar. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste rajouter du bazar au bazar. La question n'est pas là, elle est comment on investit sur les trains qui existent. 50 milliards d'euros de dette pour investir encore. Mais très bien, mais 50 milliards d'euros de dette. Est-ce que aujourd'hui, depuis 20 ans, 66% des investissements en matière de transport se fait sur la route. Mais il se trouve qu'on ne demande pas aux camionneurs de payer pour les investissements sur la route. Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Les camionneurs devraient payer ? Je pense que c'est une idée, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur le rail, c'est pas comme ça que ça se passe. Le rail, l'État dit à la SNCF de construire des lignes TGV et il lui donne pas un rond pour payer. C'est-à-dire que le rail doit se payer lui-même. Si demain, il y a le canal Seine-Nord dans ma région, c'est pas les péniches qui vont payer pour le canal. Ça va être soit les régions, soit l'État, soit l'Europe. Mais ça va pas être là. Cette dette de la SNCF, c'est essentiellement une dette d'investissement et essentiellement une dette d'investissement dans le TGV. Donc, d'une part, donc il faut que on rende ces investissements, ça doit être pris en charge par l'État. Voilà. Oui, mais d'accord. Bon, j'oublie la dette. Mais l'ouverture à la concurrence, ça va peut-être permettre de faire baisser le prix du billet ou de rendre un meilleur service. Okay. Certaines régions, notamment la vôtre, Hauts-de-France, la région Hauts-de-France veut absolument cette ouverture à la concurrence. Bertrand qui est de droite. Je veux dire, quand on a un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Eh ben, Macron et les libéraux, et ça fait 30 ans que ça dure, et Bruxelles, et ainsi de suite, et Washington, l'OMC, ils voient tous les problèmes sous forme de « il faut ouvrir à la concurrence ». Il y a un problème, il faut ouvrir à la concurrence. Eh ben non, c'est pas la seule solution que d'ouvrir à la concurrence. Macron, c'est l'homme d'écart Macron. Qui est pour moi quelque chose de catastrophique. Même si ça permet aux jeunes de voyager moins cher. Plus longtemps, mais moins cher. C'est catastrophique sur le plan écologique, parce que il y a par exemple une ligne de bus. Dites-moi, en Picardie, j'ai vu qu'il y avait une ligne de bus écologique qui allait ouvrir. J'ai pas vu ça. Mais moi, je vous le dis, moi. Non, mais attendez. À Paris-Amiens. L'essentiel, vous n'avez pas vu ça? L'essentiel des lignes de bus de car Macron, ce sont des lignes. Des bus électriques. Qui suivent le train. Or, c'est 10 fois, 15 fois plus consommateur de CO2 que ne l'est le train. Bon, donc c'est catastrophe sur le plan écologique et même sur le plan social. Ça n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'objectif doit être de rendre le train accessible à tous et non pas de se demander comment on va créer une 3e classe, une 4e classe, une 5e classe parce qu'on est nettement moins bien dans un car pour bosser, par exemple, pour lire, ça donne le mal comment on rend le train accessible. Ça doit être le cœur du problème. Bon, moi j'avais une proposition durant ma campagne, c'est de dire que par exemple, il devait y avoir 1000 km de train gratuits par personne. C'est une imitation de ce qui s'est pris pendant le Front populaire où on avait rendu le train accessible à toutes les familles pour leur permettre de partir en vacances à la mer. Donc voilà, la question aujourd'hui, elle devrait être non pas de comment on fait pour faire de l'ouverture à la concurrence, parce que vous avez lu le rapport Spinetta? J'ai lu le rapport Spinetta. Oui. Il y a quand même une donnée qui est vachement intéressante. Ce n'est qu'un rapport. Hein, oui, ce n'est qu'un rapport. Mais enfin, on voit bien très bien comment il est utile et utilisé. Dans le rapport Spinetta, on nous dit qu'en France, le prix moyen est de 7,8 € pour 100 km. 7,8 €. Au Danemark, on est à 29,7. Ensuite, en Suisse, on est en 28,6. En Autriche, on est à 24 €. Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on va aller? C'est-à-dire sur les lignes rentables, une hausse du tarif, non pas pour pouvoir maintenir des lignes qui soient moins rentables, mais juste... Bon. Mais François Ruffin, si l'on veut que les trains soient à l'heure, si on veut que le service soit parfait, il va falloir augmenter le prix du billet.
Je vois pas comment on peut faire autrement. Non. Franchement, si, je vais vous le dire. Et cette dette dont vous parlez de 40 milliards, sur lequel on paye en plus des intérêts, je vous le redis, ce n'est pas à la SNCF d'avoir cette dette. Elle doit être éliminée, tout comme l'État paye pour la route. Bah oui, mais donc la SNCF en elle-même, aujourd'hui, de cette dette. La SNCF mobilité, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire les trains en eux-mêmes et non pas la voie, elle n'est pas déficitaire. Donc là n'est pas le problème. Le problème, c'est cette dette qui est aux infrastructures. Les cheminots, bon, le statut pour les nouvelles embauches qui pourrait changer. Les cheminots bénéficient d'un régime de sécurité sociale et de retraite spécifique. Est-ce encore logique, sincèrement, aujourd'hui dans notre monde? Moi, je vous le redis, mon objectif, en tout cas, je vois pas le lien entre ça et le fait qu'on ait des meilleurs trains. C'est tout. C'est comme si on disait que pour que l'ouverture à la concurrence, le lien il est dans l'ouverture à la concurrence, justement, parce que ce régime-là ne pourra pas être transposé à une entreprise privée. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est comme si on disait que pour que la presse se porte bien, il faut revoir les avantages fiscaux des journalistes. C'est du truc qui est complètement annexe. Vous êtes pour ou contre? Non, je suis pour. Enfin, Vous voulez les maintenir? Non, c'est pas mon truc. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Bon, donc vous êtes contre ces avantages fiscaux. Vous êtes contre. Ce sont des peccadilles. Non, mais d'accord. Mais je sais parce que c'est un argument qui est brandi par beaucoup et même à la France insoumise. Donc vous êtes contre le maintien? Oui. Mais sur les cheminots, moi je le redis, l'objectif n'est pas de toujours regarder vers le bas, c'est de nous aider à regarder vers le haut. Et moi mon souhait, c'est que dans ce pays, il y a un maximum de personnes qui aient un statut. Et non pas qu'on aille vers tous sans statut et avec des dégradations des conditions salariales et ainsi de suite. Vous avez vu, puisque vous me parlez de l'ouverture à la concurrence, vous avez vu cette une du Monde de la semaine dernière. Est-ce que vous arrivez à lire le nombre de zéros là qu'il y a? 93 milliards, parce que je connais le chiffre. Voilà, mais on a 8 zéros. 400 millions, 93 milliards 400 millions d'euros de profit pour les 40 entreprises du CAC 40. Dans le même temps, vous savez que la fortune de Bernard Arnault a bondu de 74%. Merci patron. Challenge a annoncé que la part des 500 fortunes par rapport au PIB a été passée de 6% à 24% juste pour les 500 premières fortunes de France en 20 ans. Donc on a un phénomène inégalitaire qui est massif. Est-ce qu'il faut ouvrir de nouveaux fromages pour ces gens-là? La ligne du dessus, c'est quoi? Macron donne le coup d'envoi des privatisations. Même pour la SNCF, c'est vers ça qu'on va. C'est l'ouverture de nouveaux fromages, des lignes qui sont les plus rentables. Et ben moi, c'est pas mon truc. Oui, ça, je l'ai bien compris. Vous savez, quand on voit ça, on se dit la théorie du ruissellement. Mais le jour où ça va ruisseler, ça va nous pleuvoir des euros sur la tête, il va nous falloir des parapluies avec tout ce qu'ils ont là-haut. Bien. Est-ce que vous serez dans la rue s'il y a grève, manifestation? De toute façon, j'y serai, il n'y a pas de doute. Serez. Quoi qu'il arrive. Le 22, je serai dans la rue. Maintenant, mon truc, c'est je pense qu'il faut construire le dénominateur commun. C'est pas la bataille sur la SNCF. Il y a un dénominateur commun que je sens très fort dans le pays. C'est on a mal à notre travail. Vous savez que j'ai fait un truc sur le burn-out, mais il y a les EHPAD, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font, les gens des EHPAD? Ils ont mal à leur travail. Ils se demandent comment ils peuvent bien faire leur métier. Les gens de la police, j'ai rencontré des gens de la police, ils ont la même interrogation. Comment on peut bien faire notre métier? Hier, je travaille sur le projet de loi agriculture. Et on discutait des abattoirs. Comment auparavant, un boucher qui était en abattoir, il y avait le sentiment d'accompagner la bête et de travailler sur la bête de manière constante. Et maintenant, il chope des maladies dans tous les sens et il voit plus de sens à son travail. Je pense que on est dans tous des le dénominateur commun aux Français aujourd'hui, c'est quel est le sens de notre métier? Comment on peut faire notre travail? C'est pas seulement une question de surmenage, c'est une question de sens. Alors, en vous écoutant, vous êtes un vrai révolutionnaire, François Ruffin, au sens noble du mot. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que vous ne faites pas la même politique, vous ne parlez pas de politique de la même façon que d'autres députés de votre parti ou d'ailleurs. C'est à vous d'en juger. Mais j'en juge. Moi, j'aime Jaurès qui se disait réformiste révolutionnaire. Vous savez, réformiste parce que il faut qu'on fasse des petits pas et que le petit pas, on reprenne confiance en nous. On est le peuple aujourd'hui, il a plus confiance en lui, il a plus confiance dans sa force. Il faut qu'on ait des petits pas qui nous permettent de reprendre confiance en nous et de tourner notre nez vers un autre horizon et qui soit pas celui de la concurrence généralisée entre les hommes, entre les entreprises, entre les États. Alors j'ai une dernière question qui est là et très politique. On donnait l'information ce matin sur RMC. Il va y avoir une réforme constitutionnelle avec un taux de proportionnel aux élections législatives entre 10 et 13%, à peu près 40, 50 députés élus à la proportionnelle. C'est la réforme constitutionnelle. Vous pourriez la voter ?
en tout cas... Moins de députés, de sénateurs... Non, je suis contre. Je suis contre. Je suis contre. Non, je suis contre qu'on pose la question comme ça. Moi, la question qui devrait se poser, c'est aujourd'hui, quel est le rôle du Parlement? Est-ce que c'est une chambre d'enregistrement des désirs du président? Est-ce qu'on va... Donc vous êtes contre la limitation du nombre de députés et sénateurs? En tout cas, si on fait une réforme, c'est pas ça qui doit se poser comme question aujourd'hui. La question qui doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le pouvoir législatif existe? Vous savez, on disait URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 4 mots, 4 mensonges. Pouvoir législatif, aujourd'hui, 2 mots, 2 mensonges. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir, et c'est pas là que se fait le législatif. Le législatif, il se fait à l'Élysée et transite par les ministères. Voilà la grande question pour moi, c'est comment on coupe le cordon ombilical entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée. Et tant qu'il n'y a pas ça au cœur des débats et au cœur d'une réforme, eh ben je peux pas regarder ça autre chose comme étant une espèce de parodie. Merci François Ruffin, il est 8h57, RMC et BFM TV.